Donc je vais commencer par un rapide rappel de qu'est-ce que le GRF, donc tel qu'on a pu le voir mardi, notamment pour ceux qui n'ont pas pu assister mardi, et puis je laisserai la main ensuite à la DSAC pour les aspects purement réglementaires. Donc qu'est-ce que c'est que le Global Reporting Format? C'est un nouveau système d'évaluation et de report de l'état de surface des pistes de manière opérationnelle. C'est un système donc, qui est standardisé en lien avec les données avions, puisque ce sont effectivement donc, les données avions qui ont été remis au cœur du système. Aujourd'hui, chaque pays caractérisait l'état de surface des pistes un peu chacun à sa manière. L'objectif du Global Reporting Format, c'est que ce système d'évaluation et de report soit généralisé et harmonisé au niveau mondial. Cela en impliquant donc toutes les parties prenantes. Donc, et comme vous pouvez le voir sur cette slide, donc le Global Reporting Format concerne à la fois les exploitants, les ATS, l'AIS, les constructeurs, les compagnies et puis bien évidemment les pilotes qui sont les principaux utilisateurs. Donc l'inspecteur d'aérodrome, il va inspecter sa piste, évaluer l'état de surface de la piste et le communiquer à l'aide de ce qu'on appellera le Runway Condition Report, on y reviendra un petit peu plus loin, comprenant un code de 3 chiffres, donc le Runway Condition Code, permettant de caractériser l'état de surface de la piste. Ces informations, donc, elles seront transmises à l'ATS et ou l'AIS, on verra en fonction des cas, et toutes ces informations donc, à destination du pilote qui va pouvoir utiliser ce fameux code afin de préparer son atterrissage. Ce code qui est relié aux performances de son appareil et il pourra faire un retour via l'ATS à l'exploitant pour permettre à l'exploitant de valider que le code est communiqué toujours le bon ou ainsi ce qui permettra également à l'aéroport de réévaluer ce code si nécessaire. Donc les compagnies aériennes auront mis à jour leur manuel d'opération afin de pouvoir prendre en compte ces nouvelles données. Et puis les constructeurs donc, ont donné des distances et toutes les informations nécessaires aux compagnies et aux pilotes pour qu'ils puissent l'utiliser sans difficulté. Donc vous pouvez voir ici tous les textes donc, OACI qui ont été impactés par le Global Reporting Format. On reviendra par la suite sur les textes européens et nationaux. Donc tout de suite, je laisse la main à Christine Roux de la DSAC ERS qui va vous présenter les aspects réglementaires des aérodromes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute pour cette deuxième matinée de présentation sur la mise en œuvre du GRF sur le territoire français. Je suis donc Christine Roux, je travaille à la DSAC, à la direction en charge de la réglementation de sécurité aéroportuaire. Et comme le disait Antoine, je vais vous développer les grands principes qui seront établis par les différentes réglementations qui vont s'appliquer sur les aérodromes. Donc pour être un tout petit peu plus précis sur les points que je vais développer ce matin, donc je vais revenir sur les différents référentiels applicables sur nos aérodromes, vous décrire le périmètre des aérodromes qui seront concernés par cette mise en œuvre du GRF, et puis ensuite vous tracer les grandes lignes des exigences contenues par ces différents référentiels sur d'une part la communication, les exigences de communication sur les conditions de surface des pistes, la manière d'établir l'évaluation de ces conditions de surface et ensuite les modifications de l'organisation des aérodromes qui sont attendues pour répondre à ces exigences. Alors, tout d'abord, d'où viennent ces référentiels et sur quelles dispositions s'appuient-ils? Comme le disait tout à l'heure Antoine,
en œuvre du GRF est une réforme réglementaire voulue par l'OACI qui a impacté un ensemble d'annexes, dont l'annexe 14, applicable aux aérodromes, ainsi que le PANSADR, qui est un texte de niveau inférieur qui contient des éléments détaillés des grands principes qui sont posés par l'annexe 14. Donc l'OACI a publié en 2016 un amendement 13B et un amendement 2 du PANSADR en laissant 4 ans pour se mettre en conformité aux États et donc se préparer au GRF. Donc c'est à partir de ce socle commun que l'EASA a mis en place une tâche réglementaire à partir de fin 2017 de façon à élaborer ses propres textes applicables donc sur les aérodromes détenant un certificat européen. Et en parallèle de ces actions de l'EASA, la DGAC, la DSAC en particulier, s'est mis en ordre de marche pour établir ses propres textes et répondre aux exigences de l'OACI également, d'une part, et suivre les travaux de l'EASA, d'autre part, puisque à travers le STAC, la DSAC a pu participer à la tâche réglementaire de l'EASA dont je vous parlais tout à l'heure. Considérant donc ces deux tâches réglementaires, bien évidemment, elles se sont parlées entre guillemets, puisque nous étions à l'écoute des travaux qui avaient lieu à l'EASA. Et l'idée générale étant bien entendu d'établir des règles cohérentes sur l'ensemble du territoire avec des principes communs et une date d'application commune qui est désormais connue et qui est celle voulue par l'Europe. Alors, ce référentiel, quel est-il ? Pour les aérodromes certifiés européens, ces textes ils seront portés par un amendement du règlement 139-2014, un amendement qui est publié sur le site de l'EASA, que vous connaissez déjà certainement, appelé Runway Safety, et porté par l'Opinion 03-2019. Il sera porté également par un projet d'AMCGM qui fera l'objet d'une décision de l'EASA. Ces deux textes ne sont pas encore sortis, ne sont pas encore publiés. Je n'ai d'ailleurs pas de scoop aujourd'hui à vous proposer et de dates précises concernant leur publication, mais on les attend dans les prochaines semaines, très vraisemblablement. Pour ce qui est des aérodromes sous régime réglementaire national, c'est un projet d'arrêté relatif aux inspections des aires de mouvement d'une part et à l'évaluation et la communication des conditions de l'état de piste qui est en cours d'élaboration à la DSAC et qui étendra le périmètre d'application européen à un certain nombre d'aérodromes répondant à des critères bien précis. Alors, petit rappel. Le règlement de base définit le périmètre d'application des textes européens, en particulier dans son article 2. Et cette diapositive vous rappelle les critères définissant les aérodromes tombant sous le scope, le périmètre de ce règlement de base. Donc il s'agit des aérodromes ouverts au public, on entend par là les aérodromes ouverts à la CAP ou à usage restreint, les recevant un niveau de trafic supérieur à 10 000 passagers commerciaux ou 850 mouvements de fret annuels sur 3 années consécutives. En deçà de ce seuil, les aérodromes peuvent être exemptés de certificats européens. Et du point de vue des caractéristiques techniques, ces aérodromes doivent être équipés d'une piste aux instruments revêtue et de plus de 800 mètres pour tomber dans ce périmètre.
Cela représente aujourd'hui, je dis aujourd'hui cette année, puisque ce périmètre est remis à jour chaque année dans le cadre d'une décision émise par la DESAC. Ce périmètre couvre aujourd'hui 54 aérodromes. Voilà, concernant le périmètre d'application de l'arrêté national en préparation, donc il s'agissait d'établir un périmètre cohérent avec le périmètre européen et prenant en compte un certain nombre de considérations opérationnelles. J'entends par là la prise en compte de la nécessité d'avoir un ATS sur la plateforme de façon à relayer l'information GRF, et puis établir une priorité sur le trafic commercial qui sera prioritairement, le premier en capacité d'interpréter les données GRF qui lui seront fournies. Et le premier objet d'une réglementation précisément établie par l'Europe. Donc ce périmètre, il a été défini comme suit, et les critères que vous voyez listés à l'écran sont à comprendre comme cumulatifs. Il s'agira des aérodromes ouverts au public, recevant du transport commercial, desservis par une procédure d'approche aux instruments, sur lesquels un service ATS est rendu, que ce soit un service de contrôle ou un AFIS, et disposant au moins d'une piste revêtue. Cela va représenter une centaine à peu près d'aérodromes supplémentaires. Ces aérodromes se reconnaîtront parmi les critères. Aucune liste officielle ne sera établie, puisque ces critères peuvent évidemment être évolutifs en fonction du temps. Quelles sont les exigences qui s'appliqueront à l'ensemble de ces aérodromes? Donc les exigences, comme je vous disais en introduction, qui seront cohérentes entre elles, communes, et bien évidemment, nous nous sommes largement inspirés des règles non seulement internationales, mais de ce que l'Europe avait retenu parmi les règles OACI, les dispositions définies par l'OACI. Donc d'abord les principes en matière de communication. Et pour commencer, le format d'information à définir et à communiquer. Donc ce format, il est établi, ça a déjà été à plusieurs reprises répété sur la base d'un rapport sur l'état des pistes, ce qu'on appelle le RCR, Runway Condition Report, constitué de deux parties. Une première partie qui contient les éléments nécessaires au calcul des performances de l'aéronef, et notamment le code attribué selon la matrice AirCam, le type de contaminant, sa nature, son épaisseur et le pourcentage de surface contaminée, autrement dit la couverture. L'ensemble de ces éléments étant définis par tiers de piste. Ça, ce sont donc les éléments essentiels. Antoine y reviendra juste après mon intervention pour vous donner un peu plus de détails et notamment un exemple. La deuxième partie, sont un ensemble d'informations complémentaires nécessaires aux pilotes pour avoir une meilleure conscience de la situation, notamment pour la conduite du vol au sol. Cette deuxième partie, elle contient des informations complémentaires sur la piste, non nécessaires au calcul des performances, mais également des informations sur l'état des voies de circulation, de l'aire de trafic, et des informations en langage clair qui peuvent compléter cet ensemble. Ce rapport, à qui est-il fourni? Il est fourni dans tous les cas au service ATS, donc service de contrôle ou AFIS selon les cas, quel que soit donc l'état de la contamination, sa nature. Et puis, dans certains cas, cette communication doit faire l'objet d'une demande de SNOTAM
Ces cas de demande de SNOTAM sont limités à la présence d'eau stagnante, de neige, de glace, de gelée, c'est l'ancienne appellation du givre, ou dans le cas où la piste est mouillée et reste mouillée après déneigement. Donc ces principes, ils sont également communs dans les référentiels européens et nationaux. En complément de ces communications, donc au bout du bout, sur la fréquence ou dans l'information aéronautique, on trouvera une information supplémentaire dans certains cas et dans le cas particulier des pistes mouillées glissantes. Alors une piste mouillée glissante, qu'est-ce que c'est ? C'est une piste dont les caractéristiques de frottement sont dégradées sur une portion significative d'au moins 100 mètres. Ça peut avoir été constaté au travers de mesures de frottement fonctionnel ou intrinsèque, du fait d'un engommage important ou de présence de mousse, de lichen par exemple. Ce peut être lié à d'autres constats, notamment des constats de pilotes éventuellement. Donc, dans ce cas-là, une information supplémentaire est à diffuser par voie de NOTAM qui portera et qui indiquera la portion de piste dégradée et risquant de devenir glissante en cas de pluie. Cette communication, quand doit-on la faire ? Elle doit être établie. Donc une nouvelle communication doit être établie. Alors, premier principe, que je n'ai pas illustré là sur la diapo, mais le principe de base, c'est une communication en continu qui signale aux équipages l'état de la piste. Et à chaque changement significatif, une nouvelle communication. Un changement significatif, qu'est-ce que c'est ? C'est un changement de code ou de contaminant, de nature de contaminant. Ce peut être un changement de pourcentage de couverture par tranche significative de 25%. Dans les réglementations, vous trouverez les tableaux établissant ces tranches significatives. Un changement de l'épaisseur également par tranche significative en fonction des contaminants fluides. Et puis un dernier cas, un changement significatif, ce peut être la réception d'un ou plusieurs rapports de pilote sur l'efficacité du freinage qui ne serait pas concordante avec l'évaluation diffusée par l'exploitant d'aérodrome. En revanche, ce qui n'est pas communiqué, ce qui n'est plus communiqué, ce sont les mesures de frottement. Alors, les mesures de frottement opérationnelles, ce qui pouvait être communiqué au moyen de ce qu'on appelle le MU. Donc, ces éléments ne sont plus communiqués aux équipages. C'est une information qui vous a déjà été communiquée lors des précédentes présentations, mais qu'il est bon de rappeler, puisque ces informations étaient les seules disponibles aujourd'hui. Donc ces mesures présentant un risque de variation d'un aérodrome à l'autre et d'insuffisance de fiabilité, l'OACI a décidé d'en interdire la communication. Car cette diffusion et ces variations amenaient à des difficultés d'interprétation pour les équipages ou dans leur calcul de performance. Donc il est décidé de ne plus communiquer ces informations. En revanche, ces mesures peuvent continuer à être établies, mais elles serviront désormais à vérifier ou confirmer
une évaluation établie visuellement et confirmer une tendance à la hausse ou à la baisse. Ce qu'il sera nécessaire de signaler dans l'information aéronautique, en revanche, c'est l'indisponibilité de l'information GRF. Tout à l'heure, je vous disais que l'information doit être sur les conditions de surface des pistes doit être fournie en continu. Cela veut dire à l'inverse que si un des services contribuant à l'établissement ou à la diffusion de cette information n'est pas présent ou n'est pas opérationnel, une information, cet état, cette situation doit être signalée dans l'information aéronautique sous toute forme que ce soit, et que cette indisponibilité soit prévue ou imprévue. Alors, parlons un tout petit peu d'évaluation des conditions de surface des pistes. Cette évaluation, elle est essentiellement basée sur l'inspection des pistes, des aires associées, de l'aire de mouvement en général, mais avec un focus sur les pistes, bien entendu. Basée sur une observation, principalement basée sur une observation visuelle. Ensuite, l'attribution d'un code d'état des pistes à partir de la matrice de correspondance AirCam, soit la matrice complète pour les territoires soumis aux conditions hivernales, soit à partir de la matrice AirCam simplifiée pour les territoires ne subissant pas ces conditions. Et enfin, cette évaluation, elle est basée sur l'exploitation des comptes rendus de pilotes, suivant les modalités que je vais vous expliquer maintenant. Donc ces comptes rendus de freinage des pilotes, ils peuvent servir à trois choses. Réévaluer à la baisse un code assigné et diffusé lorsque deux comptes rendus consécutifs ont été reçus, donc deux comptes rendus consécutifs indiquant que la capacité de freinage est médiocre. Cette réévaluation à la baisse, elle va concerner un code, les codes déjà assignés 2 ou supérieurs. Les comptes rendus peuvent servir à envisager la suspension des opérations lorsqu'un compte rendu de freinage établit que les conditions sont inférieures à médiocres, ou réévaluer à la hausse un code 0 ou 1, c'est-à-dire un code déjà très faible, sous réserve que d'autres moyens d'évaluation que les seuls comptes rendus viennent confirmer cette tendance à la hausse. Par exemple, une mesure opérationnelle. Quelques mots pour finir des éléments nécessitant pour les exploitants d'aérodromes d'adapter leur organisation de façon à mettre en œuvre les principes du GRF dans de bonnes conditions. Donc ce qui sera les évolutions réglementaires sont contenues essentiellement dans 3 volets. Un premier volet, formation des personnels. Alors ces formations, ce qui est requis, ce sont des formations spécifiques, en particulier des personnels en charge des inspections de pistes. Bien évidemment, si la communication est établie et réalisée par d'autres services, ces formations spécifiques pourront concerner d'autres services que les services en charge des inspections de pistes, notamment pour ce qui concerne la diffusion des SNOTAM. Et dans ces formations spécifiques, un petit syllabus très simplifié est décrit soit en AMC, soit dans l'arrêté, décrira
détaillera les principales compétences à acquérir, notamment la caractérisation de l'état des pistes, l'élaboration des RCR, l'identification des types de contaminants, être sensibilisé à l'impact de l'évaluation de l'état de surface des pistes et sur les performances des aéronefs, c'est-à-dire assigner le juste code, ni trop contraignant, ni insuffisamment. Et dans le cas où des appareils de mesure de frottement sont utilisés, en comprendre les limites et les méthodes d'utilisation. Ensuite, 2 aspects concernant la documentation. Élaborer donc des procédures liées à ces nouvelles exigences, soit dans le cadre d'un manuel d'aérodrome pour les aérodromes certifiés, soit dans le cadre de procédures spécifiques ou liées à l'inspection de piste ou à la diffusion de l'information aéronautique pour les autres éventuellement. Et enfin, établir des accords ou compléter les accords existants avec les parties prenantes de cette mise en œuvre du GRF et en particulier les services ATS et les services d'information aéronautique. Voilà, je suis à la fin de ma présentation et donc un dernier rappel de la date de mise en œuvre de ces dispositions réglementaire, date commune à l'ensemble du territoire, fixée au 12 août 2021 sur la base de la date retenue par l'Europe. Et je vais donc laisser la main à Antoine qui va développer un peu plus avant les aspects pratiques de l'application de ces exigences réglementaires. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, pour revenir concrètement au Runway Condition Report, pour voir concrètement à quoi cela peut ressembler. Donc, vous voyez sur cette slide donc les différentes parties qui doivent être absolument indiquées pour certaines et puis d'autres qui sont plus facultatives. Donc, la première partie donc, qui sert au calcul de perfo avion, donc qui comporte l'indicateur de l'aérodrome, la date et l'heure à laquelle a été réalisée l'inspection, le QFU le plus faible, notamment ce qui permet aux aérodromes ou aéroports qui ont plusieurs pistes de bien savoir de quelle piste on parle, le Runway Condition Code par tiers de piste donné à partir du QFU le plus faible, les pourcentages de couverture, la profondeur du contaminant si nécessaire et le type de contaminant. Il y a une deuxième partie avec des informations qui pourront être un peu plus facultatives ou conditionnelles, on va dire. C'est tout d'abord donc savoir si la longueur de piste est réduite, mais ça se fera aussi via un NOTAM. Savoir si on a de la neige volante, du sable, si la piste a été traitée ou non, si on a des congères de neige sur les bords de piste, au bord des taxiways, etc. Et puis on peut également donner des informations sur l'état des taxiways ainsi que des aires de mouvement. Donc concrètement, donc tout d'abord un premier cas, donc un Runway Condition Report relativement simple mais en même temps très classique. Donc avec uniquement la première partie, donc l'aérodrome TFFF, qui aura fait une inspection le 18 avril donc à 21h20 sur une piste, sa piste dont le QFU le plus faible est 10. Le Runway Condition Code de cette piste, ça va être 655. La couverture ça va être 150-25. Pas de profondeur indiquée puisqu'on est en dessous des 3 mm d'eau, donc ce n'est pas nécessaire. Et puis donc l'état de surface de la piste, donc dry, wet, wet, effectivement, ce qui correspond au code et aux informations qu'on a préalablement. Cependant, le Runway Condition Report peut être un petit peu plus complexe et plus complet. Donc on peut aussi avoir ce type d'informations là. Donc là on a un aérodrome, donc le ADD
qui a 3 pistes, donc 9L, 9R, 9C. Et donc pareil, vous retrouvez toutes les informations pour chaque piste. Et de plus, l'aéroport donc, a rajouté des informations donc, en disant que par exemple sur la piste 9L, il y a des congères de neige à 20 mètres du centre sur la droite, que sur la piste 9R, on a des congères de neige à droite et à gauche, et que le taxiway Bravo a probablement été peu ou n'a pas été déneigé, donc est dans une condition médiocre, ainsi que l'aire de stationnement nord, qui est également dans une probablement soit pas déneigée, soit mal déneigée. Petite information, puisque c'est nécessaire pour bien comprendre comment évaluer le code. La longueur de référence qu'on va utiliser, ça va être la Torah. Pourquoi la Torah, même quand on a des seuils décalés, puisque même avec un seuil décalé, on peut quand même avoir une zone qui peut servir au décollage. Et les informations présentes dans le Runway Condition Report sont tout aussi utiles au décollage qu'à l'atterrissage. De même, le sens d'exploitation de la piste peut être amené à changer, ce qui fait que même si le sens d'exploitation de la piste change, qu'on n'a plus de seuil décalé, etc., l'information qu'on avait au départ est toujours valable. Donc ça permet d'apporter un peu plus de robustesse au système. Bien évidemment, chaque code est à utiliser aussi au regard de cela. C'est-à-dire que si on a, supposons, un seuil qui soit très très décalé sur le premier tiers, il n'est pas forcément judicieux de se focaliser principalement sur le premier code, sachant qu'il concernera aussi toute la zone sur laquelle, par exemple, on n'atterrira pas dû au seuil décalé. Donc, le premier élément à bien déterminer lors d'un épisode de contamination, que ce soit pluie, neige, etc., c'est la couverture, puisque tout va partir de la couverture. En effet, si la piste si un tiers de piste est considéré est contaminé, mais à moins de 10%, on considérera alors qu'il est sec d'un point de vue des performances avion, et donc on indiquera un code 666, ce qui permet de pouvoir attendre légèrement le temps de se mettre en place, même si la piste commence à être mouillée, on a un laps de temps sur lequel le code 666 est encore valable avant de pouvoir lancer des inspections un peu plus poussées. Entre 10 et 25%, on considérera encore un code 6, mais en indiquant la présence de contamination. Et puis, enfin, si on dépasse les 25%, là, on appliquera le Runway Condition Code tel qu'il peut être défini dans la RCAM, donc la Runway Condition Assessment Matrix, que Christine vous a présenté tout à l'heure. Je vais revenir un petit peu sur l'utilisation des CFMD, donc ces appareils automouillants de frottement de mesure de frottement continu. En effet, l'OACI a décidé de ne plus autoriser, enfin l'OACI autorise dans certains cas très précis leur transmission, mais l'Europe a décidé d'interdire totalement la transmission du code de ce coefficient de frottement aux équipages. Pourquoi ? Tout d'abord, puisque pendant plusieurs années, nous avons cherché à établir des corrélations entre ce fameux coefficient et les performances avion, sans jamais réussir à établir des modèles pleinement satisfaisants. En effet, ces appareils, donc ces outils utilisent donc des pneus normalisés de petite taille et sont chargés. En fonction des technologies, il y a plusieurs charges, mais dans tous les cas, on est très loin des tailles de pneumatiques avions, très loin des pressions des pneumatiques avions également. Les vitesses à laquelle on établit les mesures, donc 65 et 95 km/h, sont également très lointaines des vitesses réelles d'atterrissage. Et puis enfin, la charge qu'on peut appliquer sur la roue n'a bien évidemment rien à voir avec la charge qu'on peut appliquer sur une roue d'avion. Donc, cependant, il ne faut pas forcément les jeter tout de suite à la poubelle. Ils peuvent être encore utilisés dans certains domaines, notamment pour faire des suivis de tendance
pour voir comment évalue la contamination, etc. Donc c'est des valeurs à utiliser de manière relative et non plus absolue. Pour les pistes mouillées glissantes, telles que les a définies Christine, donc effectivement, lors des passages et des mesures en adhérence fonctionnelle, donc dans un cadre très strict avec 1 mm d'eau, piste sèche avec 1 mm d'eau projetée sous la roue, on peut être en dessous des seuils minimaux de frottement définis dans la réglementation, ce qui permettra de déclarer la piste comme étant mouillée glissante. Cependant, ce n'est pas le seul facteur. Une piste fortement engommée, même si l'exploitant n'a pas fait passer de CFMD, la piste peut également être déclarée mouillée glissante. Ça peut également être une aide à la décision, comme on l'a déjà évoqué. Donc le Global Reporting Format nécessite de connaître donc la couverture de la contamination, le type de contamination, l'épaisseur le cas échéant afin de déterminer le code, et les retours pilotes. Mais surtout, ce qui est très très important pour que le système puisse fonctionner correctement, c'est que les informations qu'on obtient, elles soient fiables et qu'on puisse en être sûr à 100%. En 2017, donc il y a quelques années, le STAC avait réalisé des tests sur un certain nombre de capteurs afin d'étudier leur fiabilité dans le cadre du GRF. Nos principales conclusions ont été que certains capteurs donc ont des temps de réponse très longs et qu'aucun capteur testé n'a permis de différencier clairement les 8 contaminants cités dans la matrice. De plus, la mesure d'épaisseur d'eau peut être affectée par des traitements de piste. Cependant, ils peuvent être tout à fait utilisés comme une aide à la décision, mais pas indépendamment. On ne peut pas les utiliser seuls. Ils peuvent venir compléter les inspections visuelles, bien évidemment, c'est des outils comme les autres, mais ils ne sont pas indépendants. Une des premières limites qu'on peut avoir, c'est que il existe 2 types de capteurs aujourd'hui. Des capteurs intrusifs, donc qui sont directement installés dans la chaussée, donc qui sont continus dans le temps, mais pas dans l'espace. Et pour peu qu'on ait une contamination très localisée sur nos capteurs, on peut être amené du coup à déclarer des runway condition codes assez bas, qui ne seront pas forcément représentatifs de la réalité. Il y a également des capteurs mobiles, donc qui sont continus dans l'espace puisqu'ils sont montés sur véhicule et permettent de balayer la piste dans toute sa longueur très rapidement. Mais par contre, pareil, ils ne sont pas continus dans le temps. Le STAC donc, préside un groupe de travail, donc EuroCAE, le Working Group 109, sur donc les Runway Weather Information System. L'objectif de ce groupe était de bien comprendre les besoins des aéroports, de protéger également les industriels, notamment de concurrents qui pourraient apporter des matériels de mauvaise qualité mais très peu chers. L'idée est justement d'apporter entre guillemets un gage de qualité à l'aéroport, que le produit qu'il achète correspond bien aux normes déterminées. De déterminer également les limites technologiques des systèmes. C'est normal que les systèmes aient des limites technologiques, ce n'est pas grave. Le principal, l'essentiel, c'est de les connaître et de s'assurer effectivement que ces capteurs respectent des critères minimaux. Donc on a eu différents sujets. Les principaux, donc ça a été les conditions climatiques. En effet, un aéroport peut être amené à choisir tel ou tel appareil puisque lui n'est pas exposé à la neige, donc n'aura pas forcément besoin d'un matériel très performant sur la neige, tout simplement. Également, les capacités de fermeture de piste. On peut demander à des appareils d'être plus ou moins précis, plus ou moins performants. Tout dépend s'ils viennent vraiment compléter ou si on la part qu'on leur donne. Et puis effectivement différentes technologies en fonction des différents appareils. Et puis ensuite des données métrologiques qui sont à considérer comme la répétabilité, la précision. Et puis trouver nos principales difficultés, ça a été trouver des contaminations de référence et des valeurs de mesure, enfin des valeurs de référence. Enfin, pour conclure, en plus de tout ce qu'on a pu vous apporter ce matin sur cette première partie, je vous invite à vous reporter également aux documentations OACI, donc la circulaire 355 qui vient remplacer la circulaire 329, également le DOC 10064, donc l'Aeroplane Performance Manual,
qui est disponible en anglais sur le site de l'OACI. En France, donc le STAC et la DESAC sont en train de développer une boîte à outils, mais on y reviendra plus tard, donc je ne vais pas m'étendre maintenant. Et puis enfin, des organisations professionnelles comme l'ACI, IATA, l'ENAC et et différents organismes de formation. Il y a des supports qui sont déjà prêts, en e-learning pour la majorité, mais également en présentiel pour certains. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention.